Un esprit inspirant dans un corps jeune. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons une jeune dame de 18 ans qui a déjà compris une chose essentielle. Sa vie lui appartient. À travers des paroles qu'elle adresse à sa version d'elle plus vieille, elle nous partage son histoire, ouvre son cœur, mais surtout nous dévoile tous ses rêves. Et cette dame n'est nulle autre que Ange Tiangan. Bonjour Ange et bienvenue sur ce plateau de Write Myself. Bonjour. Comment tu vas? Bien, ça va aussi. Tu nous as fait parvenir une lettre qui nous a tout de suite touchés. On voudrait savoir à quelle version de toi ou alors à quelle personne, à quel âge as-tu rédigé cette lettre? Je me suis écrit cette lettre pour la version de moi dans 40 ans. Pourquoi? Pour me rappeler mes objectifs et... Pour te rappeler tous les objectifs que tu as, ouais. Que tu ne les oublies pas. En fait, c'est ça. Mesdames et messieurs, ces objectifs sont plutôt colossaux et très lucides. Pour une jeune dame de 18 ans, je vous invite à regarder la lettre de Ange. À toi de 40 ans, j'espère que tu lis cette lettre avec le sourire. Parce que si tu es arrivé où je t'imagine, alors tu as réalisé tout ce que je suis en train de construire pour toi. Je veux juste te dire que depuis mes 18 ans, je me suis battue pour toi. J'ai porté nos rêves sur mes épaules. Devenir cette femme indépendante, puissante, respectée, qui a réussi sans jamais trahir sa vision. Je veux juste que tu saches que chaque nuit où je t'ai, chaque décision difficile, chaque moment où j'ai refusé d'abandonner, c'était pour toi. À 40 ans, tu es devenue cette grande ingénieure comme ton modèle que je rêve d'être. Tu as construit, créé, innové. Tu as été plus forte que tout ce que tu as traversé dans ton enfance. Tu as aussi bâti ta ou tes entreprises, celles qui te donnent aujourd'hui cette liberté et cette autonomie dont je rêve tellement. J'espère que tu continues d'être l'exemple que je veux offrir à notre famille et surtout à nos petits frères et sœurs, qu'ils te regardent et qu'ils disent: si elle a pu, moi aussi je peux. De retour sur ce plateau et surtout avec toutes ces paroles émouvantes et pleines de motivation, je veux te poser la question de savoir, Ange, tu parles déjà de souffrance, de beaucoup de souffrance, mais je vais toujours revenir sur ton âge. Pourtant, tu es encore très jeune. Je voudrais savoir à quel genre de souffrance as-tu fait face? Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Tout a commencé quand j'avais l'âge de 12 à 13 ans. Je suis quittée chez mes parents pour venir rester chez une de mes grand-mères qui était malade vu qu'elle était seule. Bon, là, avec moi, j'étais là comme sa fille, en fait, genre comme sa petite fille. Maintenant, avant que la rentrée ne commence, elle a rendu là. Maintenant, ne sachant pas où je vais aller, un de mes oncles qui s'occupait de moi, qui finançait mes études, a donc décidé à ce que je vive chez un de mes autres frères, de mes autres oncles autant pour moi, c'est-à-dire l'aîné de ma mère, le grand frère à ma mère. Quand je suis arrivée chez lui, je faisais, je crois, troisième. Je faisais la classe de troisième en classe d'examen pour d'abord commencer, puisque j'étais en deuil. J'ai donc commencé l'école à peu près, je crois, novembre. En novembre, j'ai bien commencé l'école en fait. Quand la période des examens arrivait,
j'avais les problèmes de pension, je n'allais plus normalement à l'école, mais avec le courage que je me suis donné, la force, en fait, dans mes études, j'ai quand même eu mon BPC. Maintenant, dans en seconde, tout chamboulait, toujours, ça continuait toujours. J'étais dans le choix entre la série scientifique et la série littéraire. Mais moi, je voulais, en fait, je m'étais dit pour que je devais faire une série scientifique parce que j'avais certaines ambitions à atteindre. Donc, du coup, je suis allée pour la seconde C, même si l'établissement où j'étais, il n'y avait pas vraiment, je vais dire ça comment, il n'avait pas un cadre pour cette discipline-là. Donc, du coup, j'ai dû changer d'établissement encore. Je suis quittée d'un établissement pour un autre pour faire la seconde. Arrivée donc là-bas, je ne vais pas dire la seconde aussi, puisque c'était quand même une classe intermédiaire. Oui, je jonglais quand même pour aller à l'école, mais du coup, j'ai fini l'année. J'ai eu mon bulletin, bon, j'avais quand même moyen, oui. Même temps, le problème commence en première. Oui. Nous savons tous que la première n'est pas comme les autres classes du premier cycle. Du coup, je suis arrivée en première. Il faut d'abord payer la pension. Mon oncle qui me prenait en charge, en fait, il envoie l'argent de l'école, les fournitures et tout ça, tout le nécessaire à celui qui m'hébergeait. Donc, lui, il prend l'argent, il détourne et fait croire à mon oncle qui finançait mes études que non, tout va bien, il fréquente et tout et tout. Du coup, j'étais toujours à la maison. Donc, je n'avais ni livres, ni les cahiers complets. En fait, j'étais comme si, je vais dire ça comment? Comme si tu n'étais pas scolarisée. Oui, comme si je n'étais pas scolarisée. Au premier trimestre, d'abord, comme on sait que oui, à la rentrée, quand tu es inscrit, tu peux quand même fréquenter. Mais avant le premier trimestre, tu dois être au moins à la moitié de la pension. Moi, comme je n'étais pas conforme, on a dû me renvoyer. Durant toute cette période-là, j'étais à la maison. Je n'allais pas à l'école, je restais à la maison, j'aidais juste à faire le commerce, puisque la femme de mon oncle faisait un petit commerce devant la maison. Là. J'ai aidé à faire le commerce, je faisais des trucs à la maison, j'aidais et tout et tout. Mais à chaque fois que je disais que je veux aller à l'école, on me disait que celui qui paye ta pension n'a pas encore envoyé l'argent, on l'appelle, ne prend pas et tout et tout et tout. Quand je disais donc que moi-même je voulais appeler, on me disait non, il n'est pas connecté et tout et tout. Genre, on me contournait. Comme moi, maintenant, je n'avais pas de matériel didactique pour appeler. En fait, je n'avais pas le téléphone. Et du coup, d'abord, ce qui était même encore plus le problème, c'était que quoi? C'était pas le numéro du Cameroun, donc on ne pouvait pas aller au callbox. Justement, c'était ça ma prochaine question. Oui. L'oncle qui finançait tes études n'était pas au Cameroun. Oui, il n'était pas là. Donc, c'était pas facile d'aller même dans une cabine appeler. Non. Je ne pouvais pas aller dans un callbox, dire que je vais appeler un numéro d'un autre pays. Ça ne se fait pas. Ok, si je comprends bien. Ton oncle qui était à l'étranger, lui, il savait que tu vas à l'école. Ouais. Et toi, au Cameroun, on te faisait croire que ton oncle n'a pas envoyé l'argent. Oui, en fait, c'était ça. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que tu n'as pas trouvé tous les moyens nécessaires? Oui, tu n'avais peut-être pas de téléphone. Pourquoi tu n'as pas essayé de joindre, même à travers un voisin ou n'importe qui, pour joindre ton oncle, faisant comprendre que pourquoi je ne vais pas à l'école jusqu'à présent? En fait, vous savez que d'où je viens, quand tu vis avec une personne, il est déjà comme ton père, comme ton parent, en fait. Tu dois le respecter, faire tout ce qu'il te dit. Donc maintenant, si moi, je quittais et j'allais voir le voisin, c'était un peu comme si j'étais en train de le trahir, le manquer de respect, en fait. C'était un peu une sorte de dire que il n'est rien pour moi. Défier son autorité. Ouais, défier son autorité, oui. Donc, avec tout le respect, puisque chez nous, on nous apprend que quand tu vis chez quelqu'un, tu dois le respect à cette personne-là. C'est un peu comme si c'était lui qui avait que la clé pour la clé de ton avenir. De ton avenir, en fait, oui. c'est pas comme si c'est lui qui a la clé de l'avenir. Donc, je ne pouvais pas aller à l'encontre de ces décisions. Mais bon, avec le temps, j'ai compris que non, si je restais toujours calme, ma vie allait se gâcher à ce niveau-là. Donc, j'ai donc trouvé la solution d'aller le joindre. À ce moment-là, donc, il a réagi. Bon, j'avais aussi peur au début parce que quoi? Si j'allais vers lui pour relater tout ça, en fait, ça allait créer des problèmes. Genre, dans la famille. Oui, dans la famille, en fait. Tu as préféré le bonheur de la famille plutôt que ton propre bonheur. Non, en fait, ce n'est pas ça, en fait. Déjà, le problème, c'était que quoi? Je voulais attendre. En fait, j'ai compris que oui, lui, il a en difficulté et tout et tout.
il m'a donc dit que non, on va se battre, on m'a payé ton école en fait. Donc j'ai attendu pour un moment. Quand j'ai vu que si j'attends toujours, qu'est-ce que ma vie va devenir? Donc c'est à ce moment que j'ai donc décidé d'aller vers lui pour dire tout ce que je vis. C'était une sage décision parce que tu es très intelligente. Donc, tu as bien fait de contacter ton oncle afin de continuer tes études pour pouvoir atteindre tes objectifs qui sont déjà très clairs pour une jeune fille de 18 ans. Tu parles beaucoup d'oncle, grand-mère. Où sont tes parents? Mes parents sont aujourd'hui séparés. Donc, c'est-à-dire que quoi, mon père vit à l'ouest et ma mère à Yaoundé. Mon père, je ne veux pas trop parler de lui parce que quoi, il ne s'occupe pas de moi, il ne prend pas la charge de moi. Depuis, je pense, en fait, depuis mes 12 ans que je suis quittée, auprès de lui. Il n'a pas cherché à savoir où je suis, il n'a jamais pensé à venir me rendre visite et tout, et tout, et tout. Donc, et ta mère? En fait, mesdames et messieurs, que d'émotions sur ce plateau. Nous allons lui donner le temps de souffler un peu. Ça va. Ma mère ne pouvait plus supporter. Ça peut être très difficile de s'ouvrir, de raconter son histoire à Mondiovision. Nous saluons déjà son courage et nous sommes de tout cœur avec toi. Déjà, tu es sorti de là, c'est le plus important. Tu as pu sortir de là et tu continues tes études. Au lieu de pleurer, tu dois être très, très fière de toi. Donc, on reprend le sourire. On raconte son histoire avec beaucoup de joie parce que nous sommes sortis de là et on va être la grande dame qu'on doit être à 40 ans. C'est ça? Ouais. En fait, je disais que ma mère ne pouvait plus supporter la souffrance auprès de mon père, en fait. Genre, parce que quand elle voulait entreprendre un commerce, il s'opposait. Il ne voulait pas qu'elle s'autonomise, en fait. Il voulait toujours qu'elle soit dépendante de lui et pourtant, lui-même, il ne subvenait pas à ses besoins. Genre, elle ne pouvait plus supporter. Elle a donc décidé de prendre mes frères et de venir se chercher à Yaoundé. Donc, présentement, ma mère aussi à Yaoundé. Elle loue dans son pas de en fait, elle loue dans son endroit. Combien de frères? En fait, nous sommes précisément 5 à notre mère. Ok, mais elle n'a pas une situation stable. On ne peut pas payer tes études et s'occuper de tes frères. Ouais. D'accord, on comprend mieux. Et aujourd'hui, tu en veux à tes tuteurs, les gens qui t'ont gardé pendant ces années-là. Qu'est-ce que tu ressens pour eux? Je dirais que la haine ne résout pas tout, en fait. Donc, puisque ce sont toujours les membres de ma famille, je me dis que quelquefois, on vit certaines choses pour grandir. Donc, je suis passée par ces étapes-là. Oui, c'était une épreuve de la vie. J'ai appris certaines choses, même si c'était vraiment difficile. Je dirais quand même que oui, je suis quittée cet endroit pour trouver le meilleur, en fait. Parce que c'est que je suis même dans la société, il y aura certains gens qui vont ils vont pas toujours me faire du bien. Donc, j'ai appris aussi que même ta famille, même les inconnus peuvent te faire des choses qui vont te blesser. Donc, je ne dirais pas que j'ai eu une haine avec eux. Mais j'ai juste compris que oui, ils ont fait, ce n'était pas bien pour moi, mais je remets juste tout entre les mains de Dieu. La haine ne sert à rien. Je remets tout entre les mains de Dieu. Voilà les paroles d'une jeune fille de 18 ans. Dès l'entame de ce programme, je vous ai compris qu'elle était très inspirante. Vous verrez au fil de l'interview que c'est un esprit brillant et c'est surtout une grande leçon de résilience. Dans la lettre qu'on a diffusée tout à l'heure, tu as parlé de ton modèle. Tu voudrais être ingénieur, c'est ça? Ingénieur comme ton modèle. Qui est ton modèle? En fait, mon modèle, c'est Monsieur Kevin Dango. En fait, je le remercie même beaucoup parce que c'est lui qui finance mes études. Sans lui, je dirais que je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être même, j'aurais peut-être arrêté l'école. Tu ne serais pas en voie de devenir cette femme de 40 ans. Oui, c'est ça en fait. Donc, j'aimerais l'envoyer un grand merci. Et il est mon modèle. Pourquoi? Parce que genre, la vision de la vie que j'ai, c'est grâce à lui.
C'est lui qui m'a dit, tu peux, il m'a encouragé, il m'a dit que, regarde-moi, moi, je sors pas d'un milieu de vie, aisé, mais j'ai pu arriver où je suis donc. Je me suis dit que si je me concentrais sur lui, je me rapprochais vers lui, c'est qu'elle su, je deviendrais quelqu'un comme lui. C'est-à-dire, votre oncle est ingénieur? Ah ouais. D'accord. Alors, avec tous ces grands objectifs, vous avez forcément une stratégie ou alors des astuces pour devenir cette femme. Est-ce que tu as déjà pensé à la stratégie que tu vas adopter pour pouvoir atteindre tous tes objectifs? Bien évidemment. En fait, moi, je me suis dit que pour atteindre mon objectif, je dois premièrement m'engager dans mes études. Ensuite, être une personne disciplinée parce que sans discipline, on ne peut rien accomplir. Et surtout, encore, je le dis, me rapprocher de celui qui est mon modèle. D'accord. Nous sommes en train d'aller à la fin de ce programme qui a été fort émouvant, mais surtout enrichissant. Je voudrais que tu regardes ta caméra. Oui. Et que tu donnes un conseil à tous les enfants ou à tous les jeunes qui ont la même histoire ou qui ont des difficultés telles que toi. Je m'adresse à vous les jeunes qui êtes comme moi. Si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous est dans la même situation que moi, ou si se retrouve un jour dans la même situation que moi, je vous prie de ne pas garder le silence. Parce qu'en gardant le silence, on risque de ne jamais réussir à en ressortir, en fait. Déjà, parce qu'en se taisant, on se recouvre sous sa coquille et on ne sait pas toutes les opportunités qu'on va perdre si on décidait de parler. Donc, je vous prie de parler si vous n'êtes jamais dans ce genre de situation. Comme quoi la communication est la clé de tout problème. Ouvrez-vous à tous ceux qui pourraient vous aider. Cela décantera beaucoup de situations et qui sait, forgera votre personnalité pour atteindre les objectifs que vous avez en secret. Mesdames et messieurs, c'était le mot de fin de cet épisode de Right to Myself. Comme d'habitude, c'était La Fortune Meuleux, la voix du bonheur.